goût d'entreprendre, Paul Barraud. Et le goût d'entreprendre que nous vous présentons aujourd'hui, c'est celui de Benoît Bougerolles, propriétaire de 2 maisons du livre dans la région, la maison du livre de Rodez et depuis quelques mois, la librairie Priva à Toulouse. Monsieur Bougerolles, deuxième partie d'émission, nous avons pour coutume de questionner des interrogations, des questions, des débats, comme vous l'appelez, enfin on va l'appeler comme on veut, sur des sujets d'éthique et de valeurs d'entrepreneur. Et pour cela, pour préciser ces questions, nous avons dans ce studio Jean-Marie Fehrenbach, qui est depuis plusieurs semaines un des intervenants réguliers de cette émission. Jean-Marie, rebonjour, pour rappeler à nos auditeurs qui vous êtes. Vous êtes un ancien cadre aéronautique et vous êtes membre des Semaines sociales de Toulouse. Vous, comme tout le monde, vous lisez sans doute des livres et ce qui vous intéresse en premier, c'est un peu cette reprise de Priva et puis les valeurs que M. Bougerolles a dû porter pour pouvoir reconstruire. Oui, Paul, bonjour. Oui, je crois que quand on entend un peu l'histoire de cette reprise, on se dit c'était une tâche assez difficile et en fait c'est une reconstruction, c'est un redémarrage, cette entreprise qui aurait pu disparaître complètement et qui avait déjà souffert quand vous l'avez reprise. Et la première question que je me posais, c'est effectivement, pour reconstruire, on reconstruit autour de personnes, autour de valeurs qui vont permettre de focaliser l'action de ces personnes, de leur donner l'énergie dans le même sens. Est-ce qu'on peut dire un mot des valeurs sur lesquelles vous avez misé pour rebâtir cette maison ? Je crois que je ne suis jamais très doué pour les catalogues de valeurs parce qu'on peut mettre beaucoup de mots les uns derrière les autres qui tous sont plus positifs. Je crois que la première chose qu'il y a lorsqu'on dirige une entreprise, et ceci, quelque entreprise que ce soit, c'est d'abord l'envie, comme on dit, d'entreprendre, de créer, d'animer, de faire naître quelque chose. Et en général, dans la quasi-totalité des cas, un entrepreneur, c'est pas quelqu'un qui crée une entreprise a priori, comme ça, dans un domaine lambda. C'est quelqu'un qui a un projet professionnel, une expertise, un métier et qui a envie, à partir de là, d'avoir un projet entrepreneurial. Donc ça, des gens qui peuvent être dans l'industrie, les services, le commerce, quelque activité que ce soit, mais qui, de cette passion, veulent faire un métier et qui, de ce métier, veulent en faire une entreprise, c'est-à-dire créer une société, donc se mettre avec d'autres personnes pour faire quelque chose, en être le créateur, l'animateur, le dirigeant, etc. Donc il y a toutes ces dimensions qui sont pour moi totalement liées. Alors évidemment, derrière, on peut mettre toutes les qualités et toutes les valeurs légitimes de ce qu'est une entreprise et un projet. Dans le cas de la librairie, évidemment, on est d'abord une entreprise culturelle. Et le mot culture vient probablement avant même le mot entreprise. Aujourd'hui, de très nombreux libraires, quand ils créent ou reprennent une librairie, n'ont pas très bien compris ce qu'était une entreprise. Heureusement, ils connaissent les livres. C'est-à-dire ce sont de mauvais gestionnaires, en fait, c'est ça ? C'est pas toujours d'excellents gestionnaires. On est souvent obligé de venir un petit peu aussi en pompier pour les aider. Entre libraires plus confirmés, ou notamment avec l'appui du syndicat de la librairie dont je parlais. C'est des gens qui ont une passion du livre et de la lecture, qui veulent la partager et qui petit à petit, soit parce qu'ils reprennent une équipe, soit parce qu'ils constituent une équipe, se retrouvent à devoir gérer une entreprise avec toute cette difficulté du quotidien dont on parle toujours et qui est une réalité. C'est vrai que je passe l'essentiel de mon temps à des choses qui n'ont strictement aucun intérêt, qui sont d'ordre essentiellement administratif ou de me bagarrer avec les administrations. J'ai découvert aussi le bonheur de reprendre une entreprise. C'est assez impressionnant quand il faut expliquer certaines choses, que ce soit, on ne va pas citer les différentes administrations, services de caisse de retraite et ceci et cela, où on n'arrive pas à créer les comptes. Il y a une des structures administratives qui est obligatoire pour nous, où je n'arrive toujours pas à cotiser depuis août. Et je reçois à côté des mises en demeure. Mais il n'arrive pas à ouvrir mon compte depuis 6 mois. Parce qu'en fait, on n'arrête pas de me dire c'est en cours, c'est en cours. Et on est dans la cocasserie, et je ne parlerai pas des problèmes de téléphone et de basculement de lignes. Un bel exemple donc, de la maison des fous de Goscinny, ça. Oui, mais je crois que c'est vrai que dans les entreprises, on en parle souvent d'un côté un peu larmoyant, mais dans la difficulté du chef d'entreprise, c'est qu'il faut avoir envie de se coltiner tout ça pour faire fonctionner un métier, une profession et une équipe. Alors ça, c'est le cœur. Évidemment, on ne choisit pas d'être chef d'entreprise pour se coltiner les problèmes, mais parce qu'on a un projet. Le projet de reprise d'une librairie, c'est évidemment
de permettre de faire vivre le livre et la lecture. C'est une passion culturelle, comme dans tous les métiers, on va dire, de culture, mais c'est vrai de tous les métiers, j'espère. Et après, on a des contraintes qui est dans un cadre qui est une société qui doit faire ceci, qui doit faire cela, et qui, si tant faire se peut, ne doit surtout pas perdre d'argent, parce que si on perd d'argent, on est mort. Parce que parfois, on oublie. Donc à un moment donné, quand une entreprise est fragile, quand on reprend une entreprise fragile, c'est vrai qu'aussi dans les valeurs, il y a peut-être aussi tout bêtement la bonne gestion, ce qui amène aussi à être pertinent sur les bonnes décisions d'investissement, d'embauche, et puis parfois les décisions difficiles et douloureuses qui sont nécessaires aussi, parce qu'une entreprise, à un moment donné, il faut que tout le monde rame dans le même sens. Il faut qu'elle arrive aussi à percer vis-à-vis de ses clients, et que s'il y a des reproches à faire, ils seront toujours sur le dirigeant. Donc il faut que le dirigeant soit, le plus parfait n'est pas le mot, mais en tous les cas le plus efficace possible, le plus intelligent dans les décisions à prendre, et le plus honnête vis-à-vis de son équipe, vis-à-vis de ses partenaires, vis-à-vis de ses clients, vis-à-vis de ceux qui l'ont aidé financièrement pour la reprise, et puis vis-à-vis de lui-même, parce que il faut à la fois voir les difficultés, voir les potentialités, et puis surtout, comme toujours, dans tout projet, et ça c'est vrai dans tout, dans toute vie humaine, il faut avoir une vision, un projet, savoir où on veut aller à 3, 5 ou 10 ans. Au-delà du fait d'avoir choisi le métier de libraire, mais le fait même de reprendre la librairie Priva, c'est parce que je suis intimement persuadé que non seulement parce qu'elle a une histoire Priva cette année, 175 ans, donc une histoire significative, un emplacement symbolique fort dans Toulouse. Je suis intimement persuadé qu'avec l'équipe et avec les clients, Priva peut être demain toujours jusqu'à 200 une librairie ans. de référence. 200 ans, voire au-delà. En tous les cas, il n'y a pas de raison. Mais on se bagarre, nous aussi, face à ce qu'est la culture à travers le livre, y compris le livre papier, même si on est présent sur Internet, même si on est présent en électronique. On a la plus grande base de livres électroniques, comme d'autres libraires de France, qu'on partage à plusieurs libraires. On a un site Internet, on est présent sur Internet, tout ce qu'on veut dans tous les sens, on est moderne, on est présent, mais on pense que le rapport au papier, le rapport à l'écrit, le rapport au temps long, le rapport à l'apprentissage, le rapport à la lecture, en opposition au zapping, sont des choses essentielles d'un point de vue éducatif, donc d'un point de vue, j'allais dire, citoyenneté, humain, au sens fort du terme. Vous avez dit beaucoup de choses, et je retiens simplement ce qui, moi, m'a frappé beaucoup, c'est le fait qu'il vous fallait absolument avoir construit autour d'un projet qui est un projet culturel comme nature de produit, et puis bien sûr avoir cette vision de management, mais aussi une rigueur du management qui fait que quelquefois tout n'est pas facile et il peut y avoir des difficultés, mais que cette rigueur est nécessaire. Merci pour cette vision sur les valeurs autour duquel vous construisez. Alors, vous avez une équipe donc, qui est sans doute pour vous, non pas problématique, mais qui peut vous poser des difficultés, puisqu'elle a vécu un temps dans un contexte qui n'était pas le même. Comment arrivez-vous à gérer cette équipe et la motiver pour qu'elle se transforme et qu'elle rentre dans le cadre de votre vision, justement ? Comment adapter une équipe à une vision ? Ça n'a pas l'air facile tous les jours. Je ne sais pas s'il faut adapter l'équipe à la vision du chef d'entreprise. Quand j'ai repris la Maison du Livre de Rodez, et c'est vrai quand j'avais repris la librairie Joanneau, là, à la suite de mon père, mais quand je suis arrivé à la Maison du Livre de Rodez, j'arrivais tout seul, sans armes ni bagages, et en tous les cas sans collaborateurs. À un moment donné, on reprend aussi le projet d'une équipe qui existe et qui vit. Ce qui est plus compliqué, c'est quand on reprend une équipe qui est traumatisée par des années de mauvaise gestion, dont elle n'est pas responsable, qui a peut-être pris des mauvaises habitudes, ça tout le monde, on prend tous des mauvaises habitudes, et il faut tous en avoir conscience pour en sortir, et puis qui a besoin d'être motivé. Alors la remotivation, c'est certes reconstruire un projet, faire comprendre les enjeux, les risques, les dangers, et puis que tout le monde, je disais tout à l'heure, rame dans le même sens, ou en tous les cas ait conscience qu'on est tous dans le même navire. C'est une prise de conscience, je dirais, assez naturelle, qui parfois se fait plus difficilement, mais on ne peut d'abord que fédérer les gens autour d'un projet. Et le projet, mon projet, si j'ose dire les choses à la première personne, c'est pas un projet personnel que j'essaierai d'imposer aux autres. Le premier projet, c'est que la librairie fasse ce qu'est une librairie et ce qu'est une librairie indépendante. Tout simplement. Voilà. Donc à chacun de redécouvrir, de réapprendre les fondamentaux de notre métier. On a la chance dans le monde de la librairie,
et particulièrement de la librairie indépendante, mais c'est vrai que la plupart des librairies sont des librairies indépendantes. Il y a très peu de chaînes de librairies, puisque la seule, c'était justement un chapitre, et on voit ce que ça a donné. Après, il y a des magasins qui vendent des livres, mais dont l'activité principale n'est pas une librairie. Donc, dans mon vocabulaire, sans remettre en cause l'éventuelle qualité de leur travail, j'appelle librairie, c'est d'ailleurs le champ de notre branche au niveau professionnel. Un commerce qui vend que des livres. Qui vend au moins 50% de son activité en livres. Voilà. Alors, on peut faire aussi la papeterie, des disques ou que sais-je d'autre, mais au moins 50% en livres. L'activité principale, c'est le livre. Quand l'activité principale est le livre, ça veut dire qu'on est amené à conseiller, à choisir, à vendre, à proposer, à mettre en scène des livres. Et les livres, comme pour beaucoup d'autres choses, si on ne les pratique pas, c'est-à-dire si on ne les lit pas, on ne risque pas d'être de très bons conseils. Surtout quand on voit qu'il y a 60 000 livres par an, et donc un libraire de littérature, il reçoit des centaines de romans par an, pareil dans le scolaire, pareil en médecine, pareil en sciences, pareil en pratique, en cuisine, en livres d'art, en livres d'histoire, en livres religieux, en livres de philo, en livres de jeunesse. Donc chaque chef de rayon, s'il n'est pas passionné par ce qu'il fait et s'il n'est pas un peu fada et fana de lecture, il pourra mal conseiller parce que ce n'est pas pendant ses heures de travail qu'il lit, normalement. Donc, cette passion, on est là pour peut-être la réveiller, dans certains cas, mais en tous les cas, la structurer en métier de manière à ce que le service et le choix qu'attendent les clients soient à la mesure de ce que notre métier veut. Et si aujourd'hui, comme par hasard, alors qu'on nous annonçait des choses très difficiles il y a quelques années, aux rencontres nationales de Lyon, il y a 2 ans et demi, les premières grandes rencontres nationales qu'on a pu recréer au niveau de la librairie, on avait des intervenants qui nous ont expliqué que le monde du livre allait souffrir, et souffrait, ça c'est évident, on le sait, la lecture, comme la presse écrite notamment, le temps long et le temps de la lecture ne sont plus très à la mode. Toujours est-il qu'il y a des enjeux fondamentaux, et que dans ces enjeux-là, il y avait un vrai combat à mener, et que dans ce combat, soit il y avait une montée très forte, très rapide d'Internet, ce qui fragiliserait tous les acteurs, soit il y avait une plongée énorme, très rapide du livre, comme il y a eu dans le disque, et ça fragilisait tous les acteurs, en particulier les indépendants, soit c'était une sorte de crise larvée, avec une baisse de 1-2% par an. Pour l'exemple du disque, le disque remonte en plus récemment. Oui, enfin, on peut en parler, mais on peut toujours dire qu'on remonte. On peut dire. À la Maison du Livre de Rodez, nous avons créé un rayon disque il y a 6 ans, qui est en progression constante, mais nous travaillons sur du fond, nous ne travaillons pas spécialement sur les nouveautés. On travaille sur ce que l'on aime, et on travaille de manière totalement artisanale. En fait, le plus important maintenant, c'est l'offre. Alors, ce qui remonte dans le disque, c'est que c'est devenu tellement bas qu'à un moment donné, les structures dites artisanales arrivent à fonctionner un petit peu comme dans beaucoup de métiers d'art ou de culture ou autres. On arrive à un tel étiage que finalement on ne peut que rebondir si on fait de l'artisanat de qualité. J'ose espérer que dans le livre, on ne rebondira pas parce qu'on ne sera arrivé qu'à l'artisanat de qualité. J'ose espérer qu'on reste dans un métier culturel de masse, au bon sens du terme, et que tout un chacun peut accéder au livre et à la lecture et lire. Et donc, pour revenir à ce combat-là, voilà, ce qu'il faut, c'est que chacun dans une librairie s'en imprègne et comprenne qu'à un moment donné, une entreprise de librairie, qui est donc une entreprise avec toutes ses contraintes, doit se fédérer sur un certain nombre de valeurs fortes à faire partager. Et c'est ça qui est sympa, c'est ça qui fait plaisir aux gens. Ce qui fait plaisir aux gens, c'est d'avoir des libraires et des librairies agréables. Jean-Marie, est-ce que vous avez une dernière question ? Une dernière question, oui, rapide, mais c'est parce que je crois avoir compris que vous étiez aussi un acteur au sein du mouvement des cadres chrétiens. Et ça m'intéresserait que nous puissions dire à nos auditeurs un petit peu comment vous vivez, vous, entrepreneur, votre connexion entre cette dimension du cadre chrétien, du MCC, et puis votre quotidien de tous les jours d'entrepreneur aujourd'hui, remontant cette entreprise. Oui, alors pour moi, c'est un peu une longue histoire parce que lorsque, après l'école des ventes IBM, j'ai été nommé en Normandie, au niveau de notre paroisse, on a créé à quelques-uns une petite équipe de jeunes professionnels. Et c'est dans cette équipe que j'ai rencontré ma femme, qui elle était donc sur Thèse Normale Sup, était agrégée d'histoire et était nommée à Rouen. Et donc on s'est retrouvés dans ce cadre-là. Et c'est cette petite équipe de jeunes qui est devenue ensuite une équipe paroissiale, on dirait, qui est devenue une équipe MCC.
Donc en fait, le MCC, c'est une longue histoire. J'étais soit au MCC, soit aux EDC, suivant les entrepreneurs et dirigeants les chrétiens. lieux où vous étiez. j'étais. Et on a recréé effectivement une équipe MCC avec quelques amis à Rodez il y a 2 ans maintenant. Mais suite justement à la fatigue d'une équipe EDC, donc il faut des renouvellements. Alors, je crois que les 2 mouvements sont utiles. Alors, je ne sais pas si... Je ne me définis pas d'abord comme membre du MCC. Bon, je suis chef d'entreprise, vous l'aurez compris. Je suis chrétien, catholique, pratiquant, croyant. En plus, après, ayant eu le bonheur entre la en tant que librairie libraire Siloé religieux, et voilà. puis la Maison du Livre qui est encore dans un bâtiment de l'évêché, bon, les bâtiments... on peut rassembler les morceaux du puzzle. Les bâtiments, c'est toujours un peu mort, mais pour le cœur, oui, c'est vrai. Pour le cœur. Pour la librairie, quand j'étais à la librairie Joanneau, j'avais pu reprendre des études de théologie et donc quasiment finir une licence de théologie. C'est pour moi quelque chose qui est important. C'est aussi ce qui a probablement aussi motivé mon parcours quand j'ai repris la librairie de mon père. C'est parce que c'était une librairie religieuse. C'était une librairie religieuse. Mon père aurait fait un autre métier très honorable, mais qui ne m'aurait peut-être pas attiré autant. Je n'aurais peut-être pas fait ce changement radical qui était de passer de directeur commercial d'une SS2I de 200 personnes à reprendre une librairie où il y avait 5-6 personnes. C'était un saut que j'aurais probablement pas fait. Enfin, bon, on peut pas relire l'histoire, mais par contre, pour reparler du MCC, je crois que simplement quand on est chrétien et que l'on vit je crois que c'est... je ne sais plus qui disait, un chrétien isolé est un chrétien en danger. Je crois que par définition, on a besoin de vivre dans des équipes, des mouvements, de partager d'être en groupe notre foi, et de se soutenir. des discussions. Et c'est vrai que l'intérêt du MCC, ça a été pour moi d'avoir un intérêt à plusieurs périodes. Je pense qu'on en habitait donc, il y a quelques années à Versailles, justement avant que je reprenne la librairie de mon père, où j'étais dans une difficulté très tendue, puisque j'étais l'un des plus jeunes cadre dirigeant de cette entreprise de 200 personnes, j'étais même le plus jeune, donc avec beaucoup d'ingénierie cadre, et moi j'avais 34 ans, des tensions fortes, et cette équipe m'avait beaucoup aidé à discerner, mesurer, recomprendre, parce qu'il y avait des gens plus âgés qui avaient déjà vécu aussi ces tensions-là, ces difficultés d'être voilà, le petit jeune dans une grande boîte, celui qui monte vite avec des jalousies, etc. Bon. Ici, dans le cadre d'une vie de chef d'entreprise, d'une petite entreprise, 18 personnes d'un côté, 14 de l'autre, c'est à la fois petit et gros, mais enfin, dans l'économie mondiale, c'est microscopique. Les questions sont autres, donc c'est bien de pouvoir partager ses soucis, ses difficultés. Au moins le dire, parce qu'on n'a pas de recette. Et on sait qu'on le dit à des gens qui sont aussi croyants, ou parfois en recherche ou autres. Donc c'est sous le regard de Dieu. Et la première chose pour un chef d'entreprise chrétien, c'est de se dire que chaque décision qu'il prend, elle est sous le regard de Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est des décisions qui doivent être mièvres ou doucereuses, mais ça veut dire qu'elles doivent être éclairées en conscience et qu'ensuite on prend ces décisions en toute conscience. Et que là, je parlais tout à l'heure d'honnêteté intellectuelle vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres, et c'est là qu'il faut être le plus honnête. Et au moins pouvoir se dire, là j'ai pris une décision difficile, parce que bon, les décisions faciles, ça va, on peut se regarder facilement. Hein. Reprendre la librairie privée, ah le sauveur, bravo, ça, personne ne me le reprocherait ou me le reprochera. Mais encore faut-il le faire dans des conditions saines, avec une équipe que l'on arrive à reconstruire petit à petit, sans être en même temps présent sur place, qui est toujours une autre complication, même si ma fille Anne est sur place comme co-gérante, voilà, elle n'a pas mon âge. Et donc on a un management à distance à réfléchir, à mettre en place, et il faut que les décisions qui soient prises soient le plus réconfortantes et confortantes pour l'entreprise. Alors le MCC là-dedans, il n'est pas en soi une aide. Le fait d'être chrétien, oui, alors je ne sais pas si le fait d'être chrétien est une aide ou n'est pas une aide, je ne sais pas, mais en tous les cas, je suis chrétien. C'est-à-dire, je crois que le Christ est ressuscité et je crois que ça éclaire toute ma vie. Et je crois que dans les décisions que je prends... que vous êtes guidé. Voilà, le Christ est un compagnon de route de chaque jour. Et là-dedans, j'ai des frères, j'ai des amis, et puis le MCC est un élément de tout ça, comme pourrait être peut-être une autre équipe, un autre mouvement ou autre.
Et bon, historiquement, c'est celui-là. Et je pense que notre petite équipe à Rodez, j'espère qu'elle vivra longtemps. La difficulté qu'on a dans une petite ville, c'est souvent qu'il y a un certain nombre de personnes qui arrivent à Rodez, notamment dans le cadre d'administration centrale de l'État ou d'autres structures, et qui, au bout de 3, 4, 5 ans ou 6 ans, déménagent. Voilà. Donc après, il faut réussir à trouver suffisamment de gens sur place pour tenir une équipe dans la durée. Bien, nous allons en rester là, si vous le voulez bien, Benoît Bougerolles. Merci d'être venu dans Le Goût d'entreprendre. Je rappelle que vous êtes donc le gérant de la Maison du Livre de Rodez et le gérant récent de la librairie Priva à Toulouse. Alors moi, je veux juste vous poser une toute dernière question. Pas besoin de dire pourquoi ni comment. La majorité de mes confrères vous l'ont posé. Est-ce que vous avez un livre de chevet incontournable ? Non, beaucoup oui. Comme tout le libraire, je reçois beaucoup de livres tous les jours, donc j'essaie de donner un coup d'œil à ce que mes propres libraires me signalent comme étant important. Donc j'évite de répondre à cette question parce que là, pourquoi l'un plutôt que l'autre. Pas de livre qui aurait changé votre vie. Après, alors c'est autre chose. Dans les grands livres dans ma vie, je peux vous faire une petite bibliographie utile. Je suis... Quand je faisais des études de théologie, j'étais plutôt marqué par le monde de l'exégèse, de la Bible. Je vous avais fait allusion à mes années chez les Dominicains et mes débuts de théologie. À l'époque, je pensais préparer l'école biblique de Jérusalem, ce qui veut dire que sous la tutelle de gens... Là, c'était une littérature bien particulière. Oui, mais c'est vrai que le monde, la pensée, la littérature biblique sont pour moi une réalité humaine vivante, nourrissante, enrichissante. Et alors évidemment, c'est complètement lié à la vie de foi aussi, mais alors je peux dire la Bible est un livre de chevet, oui d'accord, mais au-delà de ça, voilà, parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses qui aident à nourrir sa vie. Bon, j'arrête de vous embêter, votre réponse nous satisfait ici à Radio Présence, donc merci à vous et bonne route. Oui. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le Goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.